Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le groupe parlementaire La France Insoumise vous présente ses meilleurs vœux et les meilleurs vœux pour la collaboration nécessaire que nous devons entretenir pour que tout soit pour le mieux. Le trimestre qui s'annonce nous conduit à nous présenter des vœux à nous-mêmes. Nous souhaiterions que ce soit le trimestre d'une activité législative moins frénétique et mieux maîtrisée de la part du gouvernement. Le rythme du travail parlementaire nous conduit tout droit à multiplier les erreurs. Les séances de nuit se multiplient. La semaine qui d'habitude s'arrêtait le jeudi pour que nous puissions retourner dans nos circonscriptions respectives, comme c'est notre devoir aussi, ça fait partie de notre travail. Maintenant, la semaine s'étend sur le vendredi, le samedi matin parfois. C'est trop et par conséquent, c'est un travail de moins bonne qualité qui s'effectue. Je mets au défi le président de la République, qui paraît-il ne dort pas, ce qui, à mon avis, ne sera pas bon pour sa santé, à moins que ça ne soit déjà pas bon, de nous expliquer comment on peut légiférer d'une manière crédible à 5 h du matin ou à 4 h du matin, comme c'est déjà arrivé. Je vous rappelle que c'est dans ces conditions qu'a été voté au détour d'un fourré un amendement qui a coûté 10 milliards au budget de l'État parce qu'il n'avait pas été mesuré, pas été calculé comme il le faut sous la précédente présidence. Ensuite, il est temps aussi que les personnages importants du régime macroniste reviennent à la réalité. Quand une loi n'est pas votée, ce n'est pas une loi votée. La loi sur l'université, qui organise la sélection et la discrimination à l'entrée de l'université, n'est pas votée. Elle a fait son premier passage à l'Assemblée nationale, elle va au Sénat et elle reviendra à l'Assemblée nationale. Par conséquent, il est tout à fait incroyable d'entendre, comme nous l'avons encore entendu tout à l'heure aux questions au gouvernement, un parlementaire de la République en marche, et nous avons produit une loi, et blablabli, et blablabla, elle est parfaite, elle est bonne, et ainsi de suite, sauf que la loi n'est pas votée. Et je le dis évidemment avec l'intention d'attirer votre intérêt sur le délai qui va séparer l'adoption finale de ce texte de son annonce et de son premier passage à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Eh bien parce que précisément, nous avons le sentiment qu'avec le mois de janvier, de ce que nous avons pu commencer à voir, nous avons le sentiment qu'on entre dans une nouvelle phase du régime. Je dis le régime parce que il a des caractéristiques spécifiques qui n'étaient pas celles de la présidence précédente et qui se traduit notamment par cette espèce d'hypercentralisation dans le pouvoir exécutif sur le président de la République et ici à l'Assemblée sur un président de l'Assemblée nationale qui lui aussi semble avoir perdu le contrôle de sa propre situation. Je l'ai déjà dit, le président de l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir d'abroger les séances de questions au gouvernement, elles sont dans la Constitution. Il n'a pas non plus reçu de nous un quelconque mandat lui permettant de faire devant vous des conférences de presse dans lesquelles il annonce que l'Assemblée nationale propose ceci, propose cela, accepte de réduire le nombre des parlementaires, et tout ce que vous avez entendu, qui sont de pures lubies personnelles, qui n'ont été débattues nulle part. Et j'y insiste, il n'est pas juste qu'on donne l'impression que parce qu'il l'a dit, l'Assemblée nationale s'est exprimée. Ce qu'il a dit ou rien, c'est à peu près pareil, il a donné une idée et rien de plus. Donc, nous avons eu à le lui dire, nous le lui avons répété. Le président de l'Assemblée est juste primus inter pares. Il n'est pas notre patron, il n'est pas notre chef, il est juste celui qui organise les débats de l'Assemblée nationale. Et pas plus, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, comme on ne l'a pas assez bien entendu, il se sent des ailes pour continuer dans des méthodes qui continuent à dégrader les conditions du travail. Enfin,
quelqu'un s'est piqué de faire une célébration du traité de l'Élysée, tout d'un coup réputé et chargé de toutes sortes de vertus. Et, bon, alors le président de l'Assemblée nationale a décidé qu'il y aurait une sorte de commémoration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, entre le Parlement français et celui de l'Allemagne. Bon, pourquoi pas. Et on nous avait annoncé qu'il y aurait un texte commun qu'on adopterait. On avait demandé à ce moment-là, en réunion de conférence des présidents, qu'on soit associé, on aurait nous-mêmes l'honnêteté de dire si ça ne servait à rien, à la préparation de ce texte. Nous n'avons été associés à rien du tout, et le vendredi 29 décembre est arrivé sur ma boîte aux lettres le projet, d'une part d'une déclaration commune, d'autre part de toutes sortes d'autres lubies inventées par M. de Rugy et je ne sais qui, puisque mes collègues présidents de groupe des Républicains avaient l'air aussi surpris que moi, mais il était mieux informé parce que lui avait reçu depuis le groupe chrétien-démocrate, CDU-CSU du Bundestag, le texte qu'on nous mettait en débat, il avait reçu avant nous. Alors là, il y a toutes sortes de fantaisies. On nous propose de faire des séances communes dans lesquelles le président du Bundestag s'exprimerait ici, puis le président de l'Assemblée nationale irait gâcher l'ambiance là-bas. On recevrait ici des députés qui pourraient s'exprimer, on ne sait pas à quelle occasion. Tout ça, est-ce conforme à la Constitution française? Nous ne savons pas. Il a inventé tout ça et nous sommes priés d'aller l'accompagner à Berlin pour entendre toutes ces inepties y être débitées. Voilà. Alors, nous avons beaucoup à dire sur le sujet. Je m'excuse de mettre autant de sujets dans mon intervention à cet instant, mais enfin, la rentrée se fait comme tout le reste sur les chapeaux de roue. Bien. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que nous donnions le sentiment de célébrer un condominium franco-allemand sur l'Europe. Idée que nous trouvons d'autant plus étrange qu'il n'y a pas de gouvernement en Allemagne. Ce condominium est très mal ressenti par nos amis espagnols, italiens, danois, qui sais-je encore, belges, en tout cas ceux de l'Europe du Sud avec lesquels j'échange très régulièrement, sont choqués par ces façons de faire. Bon. Il n'y a pas de raison d'imaginer sous couleur d'un romantisme politique tout à fait risible, au nom du couple franco-allemand et que sais-je encore, de marquer cette prédilection particulière pour que les deux premières économies du continent se mettent d'accord au motif qu'elles sont les plus puissantes et ensuite demandent aux autres de s'aligner sur ce qui a été décidé à deux. D'autant qu'en réalité, rarement les choses sont décidées à deux, elles le sont à un. Le suivant embraye, c'est le français, et à la fin, tous les autres sont priés de s'aligner. Ça, c'est la réalité. Maintenant, évidemment, la Commission européenne se charge d'écrire les refrains de la chanson à chaque étape. Donc nous trouvons que l'année commence mal de ce point de vue. De même, les tuyaux sont absolument encombrés de toutes sortes de textes, et je sais très bien que si nous avons de la difficulté, tout le monde a de la difficulté. Les gens de presse et de médias qui veulent analyser, qui voudraient organiser peut-être des confrontations de points de vue. Comment pouvez-vous arriver à faire tout ça quand il vous pleut des lois, lesquelles elles-mêmes contiennent des sujets les plus divers, parfois les plus éloignés les uns des autres, comme des textes de loi qui vont du nouveau statut des entreprises et traversent tout l'espace pour arriver à l'autre bout sur je ne sais quoi. Bref. Ce n'est pas de bonnes conditions. Je le dis d'un point de vue qui n'est pas un point de vue strictement partisan. C'est du point de vue de la valeur d'un travail législatif et de la capacité de faire vivre une démocratie. Parce que le président peut toujours se réjouir d'avoir pris tout le monde par surprise et de tout faire sur le rythme de la cavalcade. Il peut se figurer qu'il va traverser 3 fois le pont d'Arcole par jour et que personne n'y verra que du feu. En attendant, ce n'est pas vrai. Rien n'imprime et rien n'est réellement mis en débat dans le pays, si bien que maintenant, et c'est l'autre événement nouveau, d'après nous, ambiance nouvelle, dont je trouve des échos dans la lecture des médias eux-mêmes, c'est que le président est en train de rencontrer la réalité. Pourquoi? Cette réalité, c'est le temps qu'il faut aux gens pour arriver à comprendre ce qui a été d'abord asséné à coups d'évidence, de sentiment de vérité, avec cet air particulier de haut-parleur d'aérogare qui n'appartient qu'à lui,
qui fait que les choses sont présentées comme si elles allaient de soi. Mais non, elles ne vont pas de soi. Et les premiers plans de licenciement qui ont été connus en début d'année ont montré une capacité de riposte et de résistance à laquelle sans doute ils ne s'attendaient pas. Et je vous dis que si vous consultez la carte des luttes qui s'organisent un petit peu partout dans le pays, vous verrez que le pays n'est pas atone. Au contraire, on y voit un frémissement sur toute la surface du pays et à travers toutes les corporations. Le deuxième point qui saute à l'attention, c'est évidemment la situation de l'hôpital public et des EHPAD, où les mobilisations de personnel contribuent à signaler on a atteint l'os, on ne peut plus supprimer encore des postes, encore faire des économies. Il y a un moment donné où ce ne sont plus des économies que l'on fait, mais des démolitions auxquelles il faut procéder. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je vous garantis que quand, à l'hôpital de la Timone à Marseille, ils ont appris qu'il fallait supprimer 800 postes, eh bien les gens se demandaient où ces 800 postes seraient et quels services il faudrait fermer, parce qu'on ne peut plus réduire les effectifs de ce qui existe aujourd'hui. C'est les hôpitaux, mais enfin, j'y reviens, parce que c'est par là que j'ai commencé. Je le redis, la loi sur la sélection à l'université n'a pas fini sa trajectoire parlementaire, mais ce qui est certain, c'est que déjà, elle soulève des résistances. Et non des moindres. Des universités qui arguent du fait que comme la loi n'est pas adoptée, on ne voit pas pourquoi on les oblige à préparer dès maintenant, à mettre en place dès maintenant la définition des prérequis et autres qui leur permettent d'organiser qui ils acceptent dans leur mur ou pas. Ce sont des universités importantes qui protestent, qui refusent de le faire. Et on voit dans les lycées les jeunes gens qui ont commencé à comprendre ce que va être leur sort, qui de plus sont à la période de l'année où ils doivent s'organiser pour préparer la suite de leurs études. On les voit réagir. Il y a eu hier quelques blocages de lycées. Il y a, selon les témoignages qui nous reviennent, partout de l'intérêt, de l'agitation, de la discussion, qui ne vient pas seulement d'ailleurs des seuls élèves, mais aussi de leurs familles qui sont inquiètes et se demandent ce que tout ça veut dire. Alors vous aurez peut-être entendu aujourd'hui que le principal argument qu'a trouvé le groupe macroniste de l'Assemblée, c'est de nous dire le tirage au sort, c'était abominable. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous ne sommes pas en train de défendre le tirage au sort. Nous leur demandons de se demander pourquoi on en est arrivé au tirage au sort. Et en quoi la discrimination et la sélection à l'entrée de l'université est un sort plus enviable que d'être tiré ou non au sort. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que plus les libéraux s'installent, et moins il y a de liberté. Pour les salariés, pour les jeunes de choisir leur vie, car c'est de cela dont on parle. Hein. Il faut à un moment donné un peu enlever le blabla technocratique pour regarder le fond. Est-ce qu'un jeune homme, une jeune femme a la capacité de choisir les études qu'il va faire, quel qu'ait été par ailleurs son parcours jusque-là? Eh bien, du moment qu'il a un baccalauréat, c'est le premier diplôme de l'université et il a le droit d'entrer à l'université. Après, il prend ses risques comme il doit le faire, comme tout adulte. Va-t-il faire ses études sérieusement? Va-t-il être au bon niveau? Ce qui est sûr, c'est que c'est le seul moyen qu'on a pour ramasser le plus possible de matière grise, puisque c'est la seule matière première dont on dispose dans ce pays. Bon, donc un changement d'ambiance, un frémissement qui nous intéresse, et je n'hésite pas à dire que la France insoumise, son groupe parlementaire, souhaite qu'il y ait une démobilisation populaire, qu'elle les soutient quand elles ont lieu, qu'elle les encourage quand elles se déclenchent et qu'elle y participe évidemment chaque fois que cela est possible. Je souhaite qu'il y ait un mouvement dans les universités, dans les lycées qui interrompt le processus parlementaire et enrichissent les autres étapes du débat parlementaire du point de vue de ceux qui vont bientôt faire les frais de ce qui a été décidé en première lecture. Donc cette participation populaire au débat parlementaire, nous la souhaitons, nous la voulons, nous l'encourageons et nous y participons chaque fois que nous le pouvons. Pour notre actualité à nous, le temps fort pour nous, c'est évidemment notre niche parlementaire. Alors bon, vous qui êtes qui suivez le Parlement depuis longtemps, tout ça a perdu le sel de la nouveauté, mais pour nous, non, c'est la première fois qu'on fait ça, on ne l'a jamais fait. Et on essaye d'avoir une méthode de travail qui ressemble à une espèce de quintessence de ce qu'on aimerait, hein, que soit notre vie de groupe parlementaire, puisque comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, nous sommes une organisation dedans-dehors. Hein, c'est-à-dire que nous sommes dans l'institution, nous y travaillons, nous y tenons notre place, nous faisons notre devoir, mais nous sommes aussi une organisation
un groupe parlementaire qui est dans la rue, qui est aux portes des usines, des salons de l'étudiant, et ainsi de suite. De même que nous sommes bien engagés dans les élections partielles, puisque tous les députés de notre groupe vont participer aux campagnes électorales qui ont lieu ou qui vont avoir lieu, puisqu'il ne nous manque plus que la date de l'élection partielle en Guyane pour qu'on ait tout le tableau. On sait qu'il y en a 5, il y en a d'autres qui vont arriver dans la prochaine vague. Donc nous serons partout, c'est-à-dire inclus là où on nous dit « Ah ben c'est pas la peine, vous n'êtes pas arrivé au deuxième tour la première fois, alors bon, vous venez faire de la figuration ». Pas du tout, nous faisons la figuration nulle part. Nous nous battons comme des chiens pour améliorer notre score, c'est-à-dire notre capacité à être entendu, et avec l'espoir partout d'essayer de franchir la marche décisive pour arriver à ce deuxième tour, même si des fois on sait qu'on part de très loin. Les 2 premières élections qui vont avoir lieu, celle du Val d'Oise et celle de Belfort, bon, la marche est très haute pour nous, on le sait. Mais pour autant, on espère créer la surprise et on y travaille chaque jour. Donc tel est notre groupe parlementaire. Nous n'avons pas été élus fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Nous avons été élus tribans, femmes et hommes du peuple, et nous tenons ce rôle tel qu'on se le représente. Notre niche parlementaire a lieu le 1er février. Nous avons fait tout un dispositif qui est résumé, je crois, dans la fiche que l'on vous aura donnée. Il repose sur un travail en amont. Les textes ont été rendus assez tôt pour que tout se passe bien dans les différentes commissions où ils doivent passer. Ensuite, nous organisons nous-mêmes des auditions. Et le 24 janvier, nous en faisons une diffusion toute la journée du meilleur de ces auditions. Et le 1er février, nous serons à la fois présents à la tribune, mais également par 2 ou 3 émissions dans la journée que nous organisons nous-mêmes sur notre site, pour notre site ou nos pages Facebook, YouTube et ainsi de suite, de manière à ce que le plus de gens puissent suivre ce que nous faisons ici, mais à la fois ce qui se dira à la tribune et ce qui se fera avec les associations, les syndicats, qui sont directement intéressés par les sujets que nous mettons en débat. Il y a une proposition de loi sur le récépissé dans le cadre du contrôle au faciès, le projet de loi pour l'accès à l'eau, dont vous entendrez beaucoup parler, parce que c'est une bataille de longue haleine que la France insoumise porte aux côtés des principales associations. Une proposition de loi pour le droit de mourir dans la dignité, qui devrait, nous l'espérons, recueillir des suffrages assez largement, bien au-delà de nos rangs, puisqu'on se retrouve sur un thème, là je viens de vous en donner 3, qui sont des thèmes assez transversaux, c'est-à-dire qui ne sont pas seulement portés ou acceptés par la France insoumise, mais par d'autres groupes et par des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité. Et enfin, nous avons une proposition de loi pour faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. La proposition de loi pour le référendum sur le CETA devrait, je la mets à part parce qu'elle aussi, elle est portée par un spectre assez large du mouvement associatif, mais en même temps, pour nous, c'est un test. Nous disons à nos collègues de La République En Marche, dont nous savons qu'ils sont d'accord avec nous sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas besoin d'être France Insoumise pour être contre le CETA, ou pour demander qu'on ne se contente pas d'enregistrer le CETA. C'est un peu un moment où nous allons voir ce que valent les actes par rapport aux paroles qui ont été prononcées. Donc nous comptons que dans cette circonstance, faire compter des suffrages venant d'autres bancs que des nôtres. Je pense que sur les bancs de la droite, il y a des gens qui vont voter avec nous pour le référendum sur le CETA. Ils ont leurs propres raisons d'être en désaccord avec le CETA, qui ne sont pas toujours les nôtres, mais en tout cas, nous pouvons avoir une volonté commune que cette question soit mise en débat devant le peuple français tout entier. Pour la France insoumise, donc ce rendez-vous du 1er février va faire signe d'un petit peu plus loin à un autre que nous tiendrons le 18 mars, pour lequel nous allons nous arc-bouter tous les éléments composant la France insoumise. C'est la votation citoyenne pour la sortie du nucléaire, à laquelle participera très activement le groupe parlementaire aux côtés des autres organisations et composantes du mouvement La France insoumise. Bon.
Voilà un petit programme qui vous a été présenté. J'ai essayé d'être synthétique. Je me demande ce que j'ai oublié. J'ai sûrement dû oublier quelque chose. Alors, nous abordons ce trimestre avec beaucoup de confiance. Parce que nous, comme je vous l'ai dit il y a un instant, nous pensons, en recoupant les témoignages que chacun d'entre nous a ramenés de son temps dans sa circonscription, que la période de la sidération et de l'hébétude est passée. Et qu'il y a de nouveau beaucoup d'intérêt pour les décisions prises, pour les lois votées. Bon. Nous-mêmes, la France Insoumise, nous, comme groupe parlementaire, on peut dire qu'on a connu un vrai moment de bonheur pendant cette pause, parce que nous avons été plus longuement au contact que nous ne pouvons le faire le reste du temps, des femmes et des hommes de ce pays. Et on a été très touchés par les marques de sympathie, d'encouragement, les mots d'amitié, d'affection qui nous ont entourés. Nous avons l'impression que les 17 visages de notre groupe parlementaire, en réalité 18 si vous comptez l'eurodéputé insoumis Younous Omarjee, bon, sont maintenant repérés et qu'il y a un véritable lien affectif qui s'est créé avec ceux que nous représentons. Et c'est pour nous un moment de très grand bonheur. Nous sommes persuadés que notre manière de faire, qui combine l'action, on veut dire citoyenne, l'action institutionnelle, le croisement des actions institutionnelles, le fait de monter en ligne chaque fois qu'une cause, même si elle paraît ou perdue d'avance ou lointaine, cette façon de faire paye. Et nous en trouvons aujourd'hui une illustration dans la victoire que nous venons de remporter contre la pêche électrique. Alors, bon, il y a peut-être des gens qui s'ouvriront un coin parce que la pêche électrique ne leur paraît pas être un sujet digne de leur intérêt. Bien, ils se trompent, car la pêche électrique est un des modes de pêche, c'est le mode de pêche le plus violent qu'on ait pu observer, qui contribue à l'effondrement des stocks et donc à la dégradation générale de la chaîne alimentaire dans l'écosystème. Et par conséquent, c'était une grande question, mais qui apparaissait bizarre, un peu décalée. Et nous nous sommes mobilisés avec beaucoup d'ardeur, je le dis assez tranquillement, avec l'aide et la participation au moins d'un député de La République En Marche, Joachim Sonnet, avec qui j'ai l'honneur de partager une commission d'enquête, d'études, pardon, sur la mer. Et bon, nous avons posé une question d'actualité. Le député Adrien Quatennens a posé cette question. Là-bas, au Parlement européen, Younous Omarjee a déposé l'amendement radical qui est la pêche électrique est interdite. Et avec l'aide là-bas aussi de gens venant de tous les groupes, eh bien, cet amendement a été adopté par le Parlement européen. Nous considérons que c'est la première victoire parlementaire que nous remportons. Et on le marque d'une pierre blanche. C'est une bataille écolo, une bataille antiproductiviste. Et c'est aussi une bataille sociale parce que la pêche électrique condamne à mort la pêche artisanale à laquelle elle est confrontée, notamment sur les côtes nord du pays, puisque c'est là-bas notamment que les pêcheurs avaient réagi de la façon la plus vigoureuse et avaient alerté notre ami Adrien Quatennens. Donc voilà, c'est une bonne journée pour nous. En dépit des remarques malgracieuses du président tout à l'heure dans ses vœux. Bon, on s'y fait, hein. On s'y fait. Voilà. Moi, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais à dire à ce moment. Le groupe a tenu aujourd'hui une réunion de travail assez longue, qui a duré toute la matinée et le début d'après-midi. Nous avons procédé à des centaines de réglages de fonctionnement parce que je vous demande d'avoir la bienveillance de vous rendre compte que nous ne sommes que 17. Et que si vous regardez attentivement le calendrier quotidien du fonctionnement de l'Assemblée, vous voyez que nous sommes continuellement sollicités, soit pour être en assemblée plénière, soit pour être en commission, soit pour être en mission. Enfin bon, une journée n'y suffit pas et il faudrait être partout à la fois. On n'y arrive pas. Donc on a été obligé de se réorganiser en profondeur, de réorganiser ce que nous appelons la noria, c'est-à-dire la présence dans l'hémicycle, parce qu'à notre surprise, parfois, c'était nous les plus nombreux.
proportionnellement à nos groupes respectifs. Donc c'était beaucoup de travail d'organisation pour être à la hauteur de notre mandat. Plus que jamais, nous jouons collectif. Je pense que vous vous en êtes rendu compte depuis que nous sommes arrivés ici. Il nous arrive aussi de savoir faire la tortue lorsqu'il pleut trop de pierres. Bon, on l'a fait avec succès. Nous regardons donc avec, comment dire, un certain amusement d'autres grands groupes commencer à se fractionner. Nous leur souhaitons d'amples et vigoureux débats. Nous regardons l'équipe de Maffut à fausse carte, selon ce qu'en dit Madame Delphine Bateau, eux aussi avoir un débat qui m'a l'air d'être assez vif. Hein. Bon, voilà, on les regarde avec amitié et intérêt. Nous, ça va très bien, merci. L'année commence bien, elle avait d'ailleurs fini parfaitement bien. Et nous avançons, le sourire aux lèvres, heureux et content. Bon. Voilà, merci, c'est clair. Monsieur Mélenchon, on attend de façon imminente la décision du gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes. Vous, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? J'attends que... Je vous réponds avec beaucoup de gravité. Le projet Notre-Dame-des-Landes est un projet, au sens littéral du terme, inutile. Voilà 40 ans que, pour d'obscures raisons, alors que les conditions économiques et les conditions du transport aérien ont tellement évolué, des gens s'obstinent à vouloir cet aéroport. Il est économiquement inutile et il est écologiquement inacceptable. Grâce à l'action des populations, des élus locaux, enfin de certains d'entre eux, et des zadistes, il a été impossible aux autorités d'aller sur la voie du passage en force. On nous laisse entendre que, revenant à une position plus raisonnable, le pouvoir se dirigerait vers une extension des capacités de l'actuel aéroport de Nantes. Si c'est le cas, nous nous en réjouissons. Mais il ne faudrait pas que, parce qu'ils se sentiraient désavoués ou humiliés, l'État et les autorités gouvernementales veuillent créer une bataille annexe pour pouvoir la gagner. Une bataille ridicule avec les personnes qui se trouvent dans la ZAD et que l'on appelle les zadistes. Nous ne voulons pas d'une bataille rangée de compensation qui donnerait le beau rôle au gouvernement. Pas parce que ça lui donnerait le beau rôle, mais parce que c'est dangereux. Nous nous inquiétons de voir certaines surenchères médiatiques et de paroles présenter la ZAD comme une espèce de champ de mine et ceux qui s'y trouvent comme des guerriers prêts à tout. Nous nous sommes beaucoup alertés d'entendre des responsables dire que ça pourrait très mal tourner et qu'il pourrait y avoir à nouveau de graves situations. Quelqu'un a même dit qu'il pourrait y avoir un mort. Mais ce n'est pas acceptable. Le gouvernement ne peut pas dire « oui, je vais créer une situation qui est susceptible de provoquer un mort ». Quand je vous dis ça, je ne fais que tenir des propos de bon sens et lancer un cri d'alerte. C'était pareil avec Sivens. On avait fait monter, les autorités du moment avaient fait monter le ton. Sans ce barrage, ma foi, l'économie et l'agriculture française étaient ruinées. Et sur place, les gens qui s'y trouvaient, les zadistes qui y étaient de dangereux éléments incontrôlables, etc. Tout ça a créé une ambiance affreuse. En plus, le gouvernement y trouvait son compte parce qu'il voulait faire preuve d'autorité. Si bien qu'à la fin, dans un relâchement général, des consignes confuses, quoique très fermes étant données, et puis les responsables sur le terrain abandonnés à eux-mêmes, ça a donné 700 tirs de grenades offensives, et à la fin, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que dans une bataille rangée de nuit, quelqu'un est mort. Vous vous rappelez que les autorités gouvernementales ont mis 3 jours à l'époque à reconnaître la responsabilité de la tactique de maintien de l'ordre à ce mort. Il s'agit de Rémi Fraisse. Nous avons décidé que, la parole ayant été donnée, nous autres insoumis, on ne lâcherait jamais l'affaire. Mais avant, et ce n'est pas la question pour l'instant de Rémi Fraisse, mais je vous le redis, nous ne lâcherons pas l'affaire et nous ne sommes pas contents du jugement qui a été prononcé. Parce que
si nous sommes tout à fait d'accord pour dire que le gendarme qui a tiré la grenade qui est à l'origine du décès de Rémi Fraisse ne saurait être considéré comme le responsable de la situation. Le responsable de la situation, c'est celui qui a donné l'ordre de faire ces tirs intempestifs de nuit, si nombreux, et c'est donc une responsabilité politique. Si vous vous souvenez, à l'époque, j'avais demandé la démission de M. Cazeneuve. Dans la tradition républicaine, c'est le ministre qui étant le chef de son administration, prend la responsabilité politique des actes de son administration. Ce n'est pas celui qui a obéi qui devient tout d'un coup responsable de l'ordre qui lui a été donné. Il n'est responsable que de la qualité de son exécution. Donc, je mets en garde que dans une ambiance pareille, on n'aille pas à nouveau au-devant de très graves événements. Je le fais en me souvenant de la violence incroyable des tactiques qui étaient appliquées pendant la loi El Khomri et la répression des manifestations, qui avait déjà donné lieu à beaucoup de blessés. Imaginez-vous ce que c'est que des méthodes pareilles en plein bois, avec d'un côté des gendarmes ou des CRS qui courent entre les arbres et des jeunes gens perchés là qui ne veulent pas partir. Non, tout ça n'est pas sérieux. Surtout que je vous pose l'unique question, à quoi ça sert? Si l'aéroport doit être fait ailleurs, pourquoi les zadistes, quel intérêt présentent-ils pour l'autorité gouvernementale? Aucun. L'aéroport se fait ailleurs. C'est l'extension de l'aéroport de Nantes. Alors pourquoi devrait-il maintenant, à tout prix, au moment où est prise la décision libératrice, justement, il faudrait une opération de force? C'est absurde. Bon, il est très vraisemblable que dans l'hypothèse où l'aéroport se fait ailleurs, puisqu'on nous dit que c'est ça qui va se passer, certains zadistes vont rester pour devenir des agriculteurs, ce ne sera pas le plus grand nombre, et puis les autres vont partir. Ils iront sur un autre front de lutte. Il n'en manque pas dans ce pays pour les grands travaux inutiles. Ce n'est pas que je les encourage à aller ailleurs, c'est que je sais qu'ils le feront comme ils l'ont fait en venant à Notre-Dame-des-Landes. Donc, j'estime que là, le pouvoir n'est pas raisonnable quand il se comporte de cette façon en annonçant à son de trompe une bataille rangée absolument inutile. Bon. Pardon ? Qui est-ce qui est de la commission qui pourra répondre? C'est toi, Loïc, vas-y, donne ton avis. Et clairement, Jean-Luc Mélenchon vient de répondre, on ne peut que s'inquiéter du déploiement de force qui est fait et des coups de menton qui sont donnés, sans utilité particulière que celle de montrer ses bras musclés et de faire valoir un ordre qui n'a pas de sens à cet endroit-là. Nous, ce que l'on propose, c'est que, effectivement, une fois que cette décision sera prise de faire cet aéroport ailleurs, sachant qu'il coûte notamment 2 fois moins cher en argent public d'agrandir Nantes que de faire Notre-Dame-des-Landes, c'est que la zone de Notre-Dame-des-Landes, il y a une discussion large qui soit menée avec les occupants pour savoir lesquels vont s'installer d'une manière pérenne et développer un modèle d'agriculture qui nous manque, qui nous fait cruellement défaut dans cette région et dans ce pays, et voir après dans quelles conditions les autres occupants pourront effectivement rentrer chez eux ou aller sur d'autres fronts de lutte si ça leur chante. Mais aujourd'hui, il n'est pas acceptable que le gouvernement provoque par le déploiement de force qui est annoncé, encore faut-il en prouver la réalité, mais moi je suis assez inquiet là-dessus, il n'est pas acceptable que le gouvernement prenne cette position-là qui n'est que provocation. Monsieur Mélenchon, le président de la République était tout à l'heure à Calais pour rappeler notamment ses réformes sur l'immigration, sur le droit d'asile, et sur Calais faire un rappel à l'ordre à la fois vis-à-vis des manquements à la déontologie sur les policiers et en même temps sur les associations qui aideraient les migrants. Est-ce que c'est un équilibre qui vous convient? Est-ce que les projets du gouvernement concernant le droit d'asile et l'immigration sont dans le sens que vous souhaitez? Ouais. Moi, j'ai entendu plutôt un discours assez ferme. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui m'a choquée dans la façon dont le président de la République a présenté les choses. Il a expliqué qu'il fallait, bien sûr, un devoir d'humanité, mais qu'au fond, ce qui devait l'emporter, c'était le devoir de la République, les devoirs de la République. Donc, comme si le devoir d'humanité s'opposait à la République. C'est absolument pas comme cela qu'il faut aborder la question à Calais. Or, toutes les mesures
qui ont été adoptés, qu'il s'agisse du débat qu'on a eu là sur une loi sur le droit d'asile, qu'il s'agisse bien sûr de la circulaire Collomb, et des propos qui sont tenus et qui ont ensuite des répercussions, on voit bien qu'il y a une volonté de ce gouvernement de diminuer les possibilités pour les réfugiés qui fuient la guerre et la misère d'être accueillis correctement, dignement sur notre territoire. Et pour ce qui concerne Calais, vous le savez très bien, on a essayé de diminuer Calais, d'en finir avec Calais, et maintenant, où est-ce que les populations se sont déplacées? À Ouistreham. À Ouistreham. Donc, au bout d'un moment, par exemple, pas simplement, mais on voit déjà qu'aujourd'hui, on va avoir un problème grandissant à Ouistreham. Donc, il faut aborder la question avec l'objectif que le droit d'asile soit respecté dans notre pays et qu'on arrête de le contourner, que par ailleurs les associations ne peuvent pas prêter main forte quand elles sont là pour tout simplement, donner de l'aide humaine de base pour que ces personnes puissent survivre dans la dignité. On ne peut pas leur demander de collaborer à un État qui veut les fliquer et les chasser. C'est inadmissible et les ONG s'inquiètent. Et nous sommes aujourd'hui, la France est aujourd'hui pointée du doigt sur la question du respect des droits humains. Donc c'est un problème grave et je pense que le président de la République a répété à plusieurs reprises l'État, 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 l'État. Et vous noterez, et c'est pas rien, que ce président de la République qui était connu pour être très libéral sur le terrain économique, on le savait. On a pu être étonné de la violence des ordonnances de la loi travail, des violences, de la brutalité. 9 milliards donnés aux plus riches, peut-être certains n'imaginaient pas qu'il irait jusque-là. Mais sur le terrain économique, on savait qu'il était ultralibéral. Il a voulu nous expliquer que, mais par contre, avec sa bienveillance et sa modernité en bandoulière, que évidemment, il serait sur le terrain des libertés et de la démocratie au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'on a un président de la République qui est autoritaire, et qui ne respecte pas les droits humains, la liberté et la démocratie. Parce qu'en réalité, ça fonctionne toujours comme ça, et on le sait au moins depuis Thatcher. C'est-à-dire que quand vous avez un gouvernement très libéral qui détricote tout sur le terrain économique et qui désengage l'État du terrain économique, vous vous retrouvez avec une affirmation de l'État, 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 pour faire quoi? Du contrôle social et surveiller les libertés. Donc on est dans cette situation qui est une situation très, très préoccupante. Et je vous invite, j'invite vraiment les journalistes à bien regarder ce que fabrique Emmanuel Macron sur le terrain des libertés et des droits humains, parce que dès qu'on gratte, ça devient absolument effroyable. Il faut écouter. Vous avez écouté le discours à la presse. Ça donnait déjà une petite tonalité, mais sur la question des migrants, c'est tout à fait limpide. Même si parfois on nous parle d'équilibre. Vous savez, le débat qu'on a eu là sur le droit d'asile, à la dernière question que j'ai posée, c'est, écoutez, je viens d'entendre tout le débat, Monsieur Collomb. Je voudrais juste savoir que vous me disiez, vous parlez d'équilibre, il faut être à la fois devoir d'humanité et en même temps fermeté, on ne peut pas accueillir tout le monde, sauf que ça, c'est une remise en cause du droit d'asile, de la logique du droit d'asile. Mais il disait équilibre, je lui ai demandé une seule mesure dans sa loi qui favorisait le droit d'asile. Je n'ai eu aucune réponse, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui qui permette de favoriser le droit d'asile. Il y a tout qui, en fait, empêche et qui fait qu'on réduit cet accès et qu'on jette les gens dans des conditions qui sont des conditions littéralement indignes de la 6e puissance économique mondiale. Oui, enfin, à Calais, il y a une solution, tout le monde la connaît. Hein. Très simple. On ne va pas faire les gardes-barrières du Royaume-Uni. Où veulent aller ces gens? Au Royaume-Uni, qu'ils y aillent. Le Royaume-Uni s'est désolidarisé de l'Union européenne. Ils assument, quoi. Alors maintenant, que les gens passent. Pourquoi nous, on ferait les gardes-barrières? Alors je voudrais quand même vous signaler, hier soir, j'ai vu sur le média un très beau reportage sur la région de Menton, où on voit que la façon de réagir de la population française n'est pas celle qu'on nous dit. Ce n'est pas vrai que la masse des Françaises et des Français sont aussi à tout devoir d'humanité. Et il y a quelque temps, Éric Coquerel s'y trouvait, donc je lui demande d'en dire un mot, parce que si, hier soir, le chiffre qu'il donnait, c'était que si la même proportion dans tout le pays prenait en charge les réfugiés, comme c'est le cas là-bas, le problème serait instantanément réglé. Donc ce n'est pas une bonne idée que de réprimer ceux qui donnent ce coup de main et attestent de nos devoirs d'humanité. Vas-y. Non, je crois qu'effectivement, on a fait, je vous en informe, on a fait une demande d'enquête sur les conditions dans lesquelles le droit des réfugiés tout court, et au-delà même le droit des migrants en tant que personnes humaines,
était respecté dans les Alpes-Maritimes, parce que vous ne le savez peut-être pas, et ça préfigure d'ailleurs de manière inquiétante très certainement le durcissement de la loi, mais dans les Alpes-Maritimes, vous ne pouvez pas déposer le droit d'asile, c'est impossible, un demandeur d'asile n'a pas la condition matérielle de le déposer. Vous êtes mineur, vous vous retrouvez remis dans un train de manière forcée, alors que je vous rappelle que les mineurs sont protégés par toutes les lois internationales en vigueur. Et alors là, inutile de vous dire que si vous n'êtes pas un demandeur d'asile au sens strict du terme, c'est-à-dire si on ne vous reconnaît pas dans les critères du droit d'asile, la question de la manière dont sont traités les migrants dans les Alpes-Maritimes est tout simplement sidérante. Et plus encore, enfin pas plus encore, mais également les soutiens. C'est-à-dire que quelqu'un qui se retrouve, et maintenant le problème est déplacé à Briançon, et la préfète l'autre jour a été très claire là-dessus, de manière, une froideur moi, qui m'a stupéfié, quelqu'un qui se retrouve le matin avec un pauvre air qui vient de passer un col alpin à 0 degré et qui simplement l'accueille dans sa maison. Elle a très, très clairement expliqué que pour elle, c'était passiblement sanctionnable par la loi, comme possible appel d'air à des réfugiés. Donc voilà la situation. Et malheureusement, les Alpes-Maritimes tendent à se développer. Moi, je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y aura pas de politique possible tant qu'on ne réglera pas la question des causes. Parce que vous pourrez mettre les barbelés les plus hauts possibles. Quand des gens traversent au risque de leur vie la Méditerranée, se mettent dans les mains de passeurs qui viennent des trafiquants d'esclaves en Libye, se retrouvent maintenant dans des cols alpins pour rejoindre la France, il n'est pas imaginable que la seule façon de les empêcher, ça soit de prendre des mesures plus ou moins dures. Ils viendront. Et donc, tant qu'on n'a pas réglé les causes, elles sont d'abord des causes, et il faut respecter le droit d'asile lié à la question des guerres, des dictatures, du démantèlement des États auxquels nous avons participé, et je pense notamment à la situation de la Libye, qui est une situation effectivement, déflagratrice et caricaturale. Il n'y a plus d'État, c'est les passeurs qui sont devenus trafiquants d'esclaves qui gèrent la Libye en accord avec l'Italie, avec l'Union européenne, en termes de contrat pour gérer les questions d'immigration, plus les accords de libre-échange que la France, via l'Union européenne, signe avec les pays africains, et vous a rajouté la question du climat. Et puis on s'aperçoit que tant qu'on n'aura pas réglé les causes, d'une manière ou d'une autre, il faudra gérer les conséquences. Voilà, c'est ça. Et de ce point de vue-là, c'est pas un discours extrémiste. Le directeur de l'OFPRA vient de s'exprimer il y a quelques jours, et il a très clairement dit d'une chose. Il a demandé qu'on respecte le droit d'asile, mais il a dit aussi une phrase assez forte, comme quoi, en termes de politique migratoire, la France devait maintenant, avoir une attitude responsable, par rapport à des migrants économiques, aussi pour des questions vitales, même si stricto sensus, il ne tombe pas sur la question du droit d'asile. Et ça ne va pas se résoudre avec toutes les mesures qui sont prises et qui sont à la fois inefficaces, coûteuses. Je vous rappelle, c'est 25 000 € pour expédier un migrant par l'avion. On ne sait même pas où, parce qu'ils ont abandonné l'idée de pays tiers sûrs qu'ils avaient mis dans la loi. Ils voulaient la mettre dans la loi pour pouvoir permettre de dire on les réexpédie quelque part. Ils ont abandonné parce qu'un des pays tiers sûrs que M. Macron nommait il y a quelques mois de ça, c'était la Libye. D'accord ? Donc on voit bien que tout ça est totalement délétère. Et donc la France va devoir se résoudre à avoir une politique réaliste à ce sujet-là. Bon. Je reviens 5 minutes sur Calais. Vous avez dit on n'est pas à jouer les gardes barrières de l'Angleterre. Il se trouve qu'on a quand même lié par un accord. Vous demandez à Emmanuel Macron demain, jeudi, de dénoncer ces accords. C'est dans son programme. Oui. Ça me paraît assez évident, ces accords qui ne fonctionnent pas. Aucun des problèmes qu'il était censé régler n'est réglé, donc on pourrait essayer de trouver une autre idée. Et s'il n'y en a pas, très bien, ils s'en débrouillent, les Anglais. Voilà, ça me paraît simple. Mais oui, mais ce qui paraît simple aujourd'hui, ce sont des phrases creuses. Il n'y a pas de... on n'accueille pas les réfugiés. Parfait, c'est une phrase creuse. Les réfugiés sont là. Non, il n'y a pas d'endroit où ils se trouvent. Bon, très bien. Alors, on détruit, on chasse, on rase la jungle. Une autre fois, ça s'appelait autrement. Bon, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme avant. Donc, c'est la même situation qui dure dans des conditions de plus en plus effroyables et de plus en plus destructrices pour tout le monde. Donc, personne n'ose venir nous dire que la solution est de ce côté-là. Ça, c'est pas la solution, c'est le problème. Bon, l'Angleterre ne va pas être le seul endroit du monde qui, parce qu'il est à lever le pont-levis et qu'il y a des douves, ne prendra aucune part aux devoirs humanitaires qui sont ceux de toutes les puissances européennes. Tout à l'heure, moi je ne vais pas vous refaire l'article, mais enfin tous ces gens
Je me souviens ont des responsabilités. Dans la campagne présidentielle, quand je répondais qu'il valait mieux que les gens restent chez eux, c'est tout juste si je ne passais pas pour un suspect. Hein, on me l'a fait. Et pourtant, je ne vois pas d'autre solution que de dire au mieux que les gens restent chez eux. Si tout le monde est d'accord, alors il faut se demander comment on fait pour qu'ils y restent. Personne ne part par plaisir. Quant à avoir l'illusion de croire qu'on va empêcher les gens de passer, mais alors là aussi, c'est une phrase creuse. Gaston Defferre avait une bonne blague. Je dis Gaston Defferre parce que, comme vous le savez, je suis Marseillais. Eh bien, il disait, vous savez, faites ce que vous voulez, mais nous, pour aller en Espagne ou pour en sortir, on avait la Guardia Civile, la Gestapo, la Wehrmacht, la police française, et on passait. Alors, je doute que, comme l'a dit très bien mon ami Eric il y a un instant, un jeune homme ou une jeune femme qui est rendu à se trouver dans les Alpes, en arrivant de Syrie ou en arrivant du Sahel, ça m'étonnerait que ce soit le blabla de quelques politiciens exaltés en France qui les convainquent de faire demi-tour et de rentrer chez eux. Non, ça n'aura pas lieu. C'est bien ça le défi. Or, la réponse qui est faite, c'est le déni. Face au défi, le déni. Non, non, tout ça n'existe pas. Voilà. Non, non, on va... Alors, puis la théorie grotesque de l'appel d'air, qui ne tient pas compte des trajets que la géographie commande. Hein. Voilà. Je ne connais pas un village au monde où on se réunit pour comparer le code du travail et les prestations sociales des pays où on veut aller. Ça n'existe pas. Ces pauvres gens se mettent en route, fuient la guerre, fuient la désolation. Mais il y a aussi un sujet, pardon, je terminerai là-dessus, qui est assez tabou aussi en Europe, hein, parce que ça fait honte. Mais il y a des gens qui arrivent, et je voudrais vous rappeler qu'il y a des gens qui partent. Il en est parti 500 000 de Grèce, 400 000 d'Espagne, il en part 25 000 par an d'Allemagne, qui sont, comme vous le savez tous, des paradis et des modèles à suivre, notamment le modèle allemand. Bon. Donc, on voit que tout ça, c'est une logique de grand déménagement permanent du monde, et que les autorités politiques y répondent avec 2, 3, 4, 5 trains de retard sur la réalité. Pour l'instant, le problème de l'immigration européenne n'est pas un sujet de débat. Pourtant, à la fin, le total doit dépasser le million de personnes parties de chez nous. Hein. Alors on s'inquiète du million qui arrive, mais personne n'a l'air de se soucier du million qui est parti. Bon, voilà. C'est bon, merci à tous et à toutes. Quoi ? Nous allons élire Hugo Bernalicis à la question. Mais déjà, on n'a pas le résultat encore pour le vice-président. Nous y comptons fermement.